Bonjour et bienvenue sur ce module sur le thème de la stratégie du PSG sur le digital. Alors, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, on va parler de beaucoup de choses. On va parler d'e-sport, on va parler de gaming et d'influence. Et on va surtout retracer la chronologie de l'arrivée du PSG dans l'e-sport et retracer ensemble les enjeux qui entourent cette arrivée. En prélude et en introduction, ce que je peux vous dire par rapport au format, un format vidéo qui permet donc de pouvoir mettre pause et pour vous de récupérer les sources, ce qui peut être pratique ensuite pour avoir du contenu en plus. En introduction, je vous conseille cette vidéo à la suite du contenu proposé ici, donc l'échec du PSG eSport et la victoire du marketing. Une vidéo très intéressante, même si j'aurais tendance à dire que la victoire du marketing pour le PSG, c'est peut-être plus important que l'échec soi-disant du volet sportif, même si on va le voir ensemble, au niveau des résultats et au niveau du palmarès. Le PSG travaille plutôt bien, même si effectivement il pourrait y avoir des ajustements sur League of Legends notamment. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart des clubs de sport, la plupart des clubs de foot, comme on va le voir ensemble, sont présents dans l'e-sport, que ce soit par une section sur FIFA, une section sur League of Legends, ou alors une proximité, on va dire, avec un influenceur et des créateurs de contenu. Par exemple, en Amérique du Sud, pourquoi j'ai mis Flamengo et Boca Juniors, on va dire que c'est un territoire qui a été très marqué par Counter-Strike, et vous avez des sections Counter-Strike dans pas mal de clubs, et c'est assez marrant parce qu'on va parler des parallèles entre le sport et l'e-sport ensemble. Et pour le coup, deux clubs aussi prestigieux que Flamengo et Boca Juniors présents dans la discipline, ça en dit déjà long. Ensuite, vous avez les fameux clubs issus d'Arabie Saoudite qui arrivent progressivement, comme ici à l'écran Al Nasser, donc le club de Cristiano Ronaldo. Mais in fine, la plupart des clubs se sont lancés dans l'e-sport ou se lanceront progressivement dans l'e-sport. Et nous, on leur conseille de suivre la stratégie du PSG comme on va le voir aujourd'hui. L'intérêt pour les clubs, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça leur permet effectivement de toucher un nouveau public et la nouvelle génération, comme on l'appelle généralement. Ça leur permet aussi de pouvoir faire de la création de contenu et donc d'augmenter leur image de marque en se diffusant de plus en plus massivement, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et c'est un enjeu extrêmement important pour ces clubs aujourd'hui. Surtout, le point majeur que je vais essayer de mettre en lumière aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution de l'industrie du divertissement qui fait qu'on a longtemps parlé de sport majeur avec le football principalement, hein, le sport le plus populaire, ou le basket, et j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de camembert où en fait, il y a plusieurs parts qui sont redistribuées, où il y a de plus en plus de disciplines émergentes et l'e-sport en fait partie, au même titre que le MMA par exemple, ou encore la Formule 1 qui revient très fort depuis notamment Drive to Survive. Et donc l'e-sport aujourd'hui peut faire peur à certains clubs de football, effectivement, comme c'est affiché à l'écran dans les propos du président de Liverpool que je vais me permettre de citer. C'est à moi, dans mon rôle de PDG au sein d'un club de football à la portée internationale, de réfléchir à de nouvelles façons d'engager les fans. Sinon, nous allons les perdre génération après génération. Soit vous évoluez, soit vous mourrez. Alors l'ancien président de Liverpool, donc Peter Moore, qui a un CV assez éloquent puisqu'il est passé par Microsoft, Sega, Electronic Arts, qui aujourd'hui donne des conférences, notamment en Arabie Saoudite quand il y a la Coupe du Monde qui est organisée, la Coupe du Monde d'e-sport. Ce qui dit là est très vrai, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais auparavant, à partir du moment où il y a une diversité dans le divertissement qui est plus prononcée qu'auparavant, un jeune aujourd'hui en fait, a le choix de s'orienter vers plus de disciplines. Donc je me permets de citer encore Peter Moore, la prochaine génération jouera à Fortnite ou à Apex Legends, ou alors peut-être d'autres jeux, et sortira-t-elle de sa chambre? C'est un challenge pour nous. Mon père m'a amené à Hansfield en 1959, j'avais 4 ans et je suis un Reds depuis, mais mon fils sera peut-être la dernière génération de ma famille à devenir fan de Liverpool de cette façon. Nous devons aller chercher les jeunes et construire des plateformes pertinentes en leur parlant comme on leur parle dans les jeux vidéo. Et je vais me permettre de citer surtout le commentaire de notre ami Snake Tokar, qui est plutôt éloquent quand on voit le prix des places en Première Ligue. Effectivement, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui pour le football notamment, c'est que c'est très cher de regarder du football à partir du moment où j'aurais tendance à dire que le produit global est segmenté en plusieurs abonnements sur plusieurs plateformes.
Et au final, par exemple, pour un étudiant ou pour à peu près n'importe qui aujourd'hui, c'est relativement cher et c'est parfois assez contraignant de s'abonner à plein de chaînes différentes. Donc c'est un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer quand on parle de chute de popularité du football. Pardon, on l'a vu notamment avec l'acquisition des droits de la Saudi Pro League par Zak Nani. Il y a aussi une autre façon de consommer le divertissement qui évolue avec l'arrivée de Twitch. C'est un débat qui existe, une jeunesse désintéressée, débat qui a été mené sur l'after-foot. Parce qu'en fait, il y a toute une évolution donc, de l'industrie du divertissement et surtout de la société et donc de la consommation de ce divertissement. Quand on pose la question à ChatGPT à quoi pourrait ressembler le top 20 mondial dans 15 ans, donc le top 20 des sports les plus consommés, on va dire, au niveau diffusion, vous pourrez mettre pause, bien évidemment, à l'écran pour avoir plus de temps pour consommer les slides, on va dire. Selon ChatGPT, le football reste dominant, mais dans un format plus court et émergent. Ensuite, vous avez le basketball avec un format aussi en 3 contre 3. Vous avez justement l'e-sport et le MMA, et ensuite la Formule 1, qui sont les 3 disciplines que je vous citais en introduction. Pourquoi, en fait, il y a une mutation de la consommation du divertissement ChatGPT, lui, met en lumière la compression de l'attention, donc une TikTokisation du monde, une logique de alt-light, donc une logique de durée plus courte, on va dire, dans la consommation, et une recherche de spectacles intensifiés, scénarisés et donc monétisables ensuite en clips courts pour les disciplines en question. Le facteur déterminant n'est plus la tradition, mais la densité de l'action, donc les clips, les highlights et les moments forts. Les États investisseurs l'ont compris. Si on regarde les investissements stratégiques de l'Arabie Saoudite, donc partenariat avec l'UFC bien évidemment, avec la Formule 1, avec le monde de la boxe, comme on le voit avec de plus en plus d'événements en crossover, et avec l'eSport World Cup, qui est donc la Coupe du Monde d'e-sport. Maintenant, pourquoi ces disciplines sont de plus en plus mises en lumière et la cible d'État et d'investisseurs avec des porte-monnaies assez conséquents, comme on pourrait dire? Eh bien, parce que je vais me permettre de citer cet article sorti sur Le Parisien récemment. Regarder un film en x2, c'est comme un shot de dopamine, ces jeunes devenus accros à la lecture en accéléré. Malheureusement, il y a toute une consommation, on va dire, qui est établie par une jeune génération et puis surtout un monde qui a beaucoup évolué. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la société sur nos gentils petits cerveaux, on va dire, avec plein d'images. Et forcément, ça a un impact. Et quand on joue à des jeux vidéo qui sont parfois un peu, trafiqués ou alors produits dans le but justement de conserver votre attention et on va dire de la solliciter le plus longtemps possible, forcément ça va avoir un impact ensuite sur toute une génération. Donc on l'a eu avec Fortnite et on l'a eu avec Call of Duty Warzone, où on a eu une réduction de la carte pour en fait avoir de plus en plus d'intensité, de plus en plus de highlight et tout simplement en fait de plus en plus de sécrétation de dopamine, et c'est malheureusement un effet négatif sur la durée. Donc Célia Audent, la psychologue française derrière le succès du jeu vidéo Fortnite, donc c'est un excellent article sorti sur Le Monde. Alors Célia Audent, elle n'est pas responsable de ça, bien évidemment c'est l'éditeur, et je ne cible pas que Fortnite, il y a plein d'autres jeux qui peuvent avoir un impact négatif si ils ne sont pas bien encadrés, on va dire, si on passe beaucoup de temps dessus. Mais il est vrai que Fortnite est celui qui image le mieux cette notion de dérèglement, on va dire, des processus cognitifs si on l'utilise mal. Cette notion de maîtrise du temps, elle existe absolument partout. Et c'est pour ça que vous avez des disciplines justement courtes qui émergent, mais on le voit que même Disney ou alors encore le parc Astérix propose aujourd'hui des solutions pour avoir un accès à des files, on va dire, d'attente un peu plus rapides. Pourquoi justement le MMA émerge, et on va ensuite revenir à l'e-sport? Eh bien tout simplement parce que c'est un format court, vous avez des combats en moyenne entre 10 et 15 minutes, avec beaucoup d'action, beaucoup d'intensité, et finalement ça correspond à ce qui est recherché aujourd'hui par le public, de la même façon que l'e-sport progresse de plus en plus sous le même prisme justement de ce qu'on va appeler la notion du temps. Donc des highlights, pour le MMA, un format qui est consommable à la carte, et ce qui est donc très intéressant parce qu'on n'est pas forcé de, entre guillemets, consommer la totalité de la soirée. On peut arriver à un certain moment et avoir accès qu'à quelques combats, et ceux qu'on préférait et qu'on avait justement ciblés comme étant nos combats favoris. Donc, pour revenir progressivement
au PSG et à la stratégie du club sur le digital, l'e-sport vient s'intégrer justement à ces disciplines émergentes parce que format court, parce que du divertissement et parce que ça parle aux nouvelles générations. Donc les clubs de sport et les clubs de football principalement, majoritairement, vont se positionner au sein de la discipline. L'opération plutôt, on va dire, qui est logique et qui est naturelle à établir pour ces clubs, quand vous êtes un club de football, c'est de se lancer sur FIFA. Comme vous pouvez le voir à l'écran pour le club de Liverpool. Ça va être plus compliqué, par exemple, pour un club de rugby, puisque le jeu équivalent de FIFA sur la scène rugby, malheureusement, n'existe pas. Au basket, ça peut être effectué avec un lancement sur Rocket League, ou alors un lancement tout simplement sur NBA 2K. Donc, pour les clubs de football, un lancement sur FIFA qui permet en fait d'avoir des relais médias qui sont relativement importants, parce que quand vous gagnez la Première Ligue par exemple pour Liverpool, vous êtes relayé par la BBC, donc un média de taille conséquente. Vous êtes également relayé par la PQR, les Échos, donc l'équivalent on va dire du Parisien à Liverpool, et tout ça fait ce qu'on appelle des riches médias et donc des chiffres globaux d'engagement relativement importants. Donc le lancement naturel sur FIFA, ensuite de la proposition, on va dire, de merchandising, donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche, de casques, très, très mise en avant pour les nouvelles générations. On participe effectivement à la Première Ligue virtuelle, mais l'enjeu majoritairement, c'est de se diffuser de plus en plus sur les réseaux sociaux et de faire des productions de contenu qui vont devenir virales. Donc la majeure partie des clubs, Liverpool le fait, à l'écran vous avez l'Ajax Amsterdam, vont en fait lancer des studios, les joueurs vont jouer à FIFA, vont jouer à d'autres jeux comme on le verra par la suite en crossover. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, les chiffres en fait sont relativement intéressants, puisque je lis 46 millions de vues pour des joueurs qui ouvrent des paquets de cartes. C'est des chiffres qui sont très importants et qui ensuite, additionnés entre eux, permettent aux commerciaux de Liverpool d'aller pouvoir négocier des contrats et des partenariats relativement intéressants. Donc il est important d'avoir de la production de contenu autour des sections e-sport, en plus des compétitions, et c'est un enjeu qui est extrêmement important pour les clubs aujourd'hui. Donc vous l'avez pour Liverpool, vous l'avez pour l'Ajax Amsterdam, où on rebondit très généralement sur les cartes et sur les notations des joueurs, puisque ça fait réagir la communauté avec grande assiduité. Pour ce que j'appelle le crossover, on peut faire jouer les joueurs des sections e-sport avec des sportifs. Alors ça existe effectivement avec les joueurs FIFA qui vont jouer avec des joueurs de football, comme on le verra ensuite au fil de l'intervention. Red Bull le fait notamment, puisque Red Bull a un panel de sportifs assez large au niveau du sponsoring, on va dire, où là, à l'écran, vous l'avez avec Kadian, qui est un joueur de Counter-Strike, qui avait donc participé à un tour de Formule 1 avec Max Verstappen, et ensuite les deux jouent à Counter-Strike. Mais en crossover, vous avez énormément d'événements gaming et e-sport qui sont produits, puisque ça permet de capter de plus en plus d'audimat, on va dire, parce que ça séduit un nouveau public, où là, vous le voyez à l'écran avec Objectif Top 1, vous avez Charles Leclerc, Pierre Gasly, et à la fois Gotaga et Dogby, donc ça permet de réunir deux mondes, et c'est plutôt sympathique. Vous l'avez eu très récemment justement en Chine, donc durant le Grand Prix de Chine à Shanghai. Vous avez Kenyes à l'écran, donc légende vivante de Counter-Strike, et Isaac Hadjar, pilote justement chez Red Bull. Donc, pour les clubs de foot, comme je vous le disais, l'enjeu c'est de pouvoir produire du contenu pour pouvoir se diffuser sur les réseaux sociaux, devenir viral, en plus bien évidemment d'avoir des résultats. On a vu Liverpool qui a remporté la Première Ligue virtuelle, vous avez à l'écran Manchester City, qui fonctionne exactement de la même façon, mais qui va avoir quelques petites, on va dire, différences, puisque vous allez avoir des partenariats avec un club comme FaZe Clan par exemple, vous avez le logo, le F rouge à l'écran, qui permet en fait à Manchester City de toucher une partie du monde qui s'appelle les États-Unis, donc une grosse partie du monde, très clairement consommateur de divertissement en plus, qui permet d'augmenter son image de marque. Le deuxième partenariat qui va être établi pour FaZe Clan, ça va être avec Gen.G, qui dans ce cas-là permet à Manchester City de toucher l'Asie. Et donc d'avoir en fait une proposition assez complète où avec le football plus l'e-sport, vous touchez l'Europe, même si j'aurais tendance à dire que le football leur servirait simplement à toucher l'Europe et suffisamment quelque part, mais l'e-sport leur permet en plus de parler à la nouvelle génération. Et avec ce double partenariat avec FaZe Clan aux États-Unis et avec Gen.G, vous parlez avec l'Asie et avec les États-Unis. Donc, on va voir après comment le PSG fonctionne.
Mais en introduction, ça nous permet de voir un peu les stratégies de plusieurs clubs et de voir que finalement, chaque club a une stratégie différente avec le même objectif, c'est de parler à la nouvelle génération. Vous avez le FC Lorient en France, par exemple, qui est un club qui réussit extrêmement bien sur FIFA, qui a été donc multiple champion de France d'E-Ligue 1. Et pour un club comme ça, qui n'est pas forcément des plus grands clubs français et à des clubs avec des moyens colossaux, ça permet justement d'avoir des phases de communication supplémentaires et de justement pouvoir capter un audimat auquel peut-être le club n'aurait pas accès sans cette section e-sportive. Pour des clubs comme Lille, et on va revenir après sur le club de Lille en comparaison avec ce que fait le PSG, vous avez eu des partenariats avec des structures e-sportives, donc dans un premier temps avec MCES, qui était une structure du sud de la France, et ensuite avec Vitality, qui est une des plus grosses structures françaises et même une des plus grosses structures mondiales, qui permettait en fait aux clubs de participer à l'E-Ligue 1, compétition sur laquelle on va revenir. Et surtout, en fait, Lille, ça leur permet bien évidemment de communiquer avec leurs partenaires autour de l'univers du gaming. Donc là, vous l'avez à l'écran, où on fait gagner des chaises en partenariat avec Boulanger, qui est un des partenaires du club. À quoi sert l'e-sport et le gaming aussi pour les clubs de football? Pour un club comme Versailles qui essaye de développer auprès de la nouvelle génération et même auprès du grand public de façon générale, et qui le fait de façon plutôt intéressante pour le moment, eh bien, utiliser le gaming, ça permet tout simplement d'avoir des supports de communication supplémentaires, une caisse de résonance, on va dire, plus prononcée, donc un partenariat avec Call of Duty à l'époque, où le club s'était renommé au nom en fait de la map de Call of Duty Warzone, donc Verdansk, donc le FC Versailles était devenu le FC Verdansk, et ils ont remis le couvert, comme on dit, une année supplémentaire, et ça leur a permis de remporter le Grand Prix du sport business, puisque c'est quand même une action qui est assez innovante, on va dire, dans un milieu qui a besoin justement d'avoir des actions de ce type-là. Donc une deuxième année supplémentaire où vous avez la même opération. Alors il n'y a peut-être pas le changement de nom, je crois, du club. Cette fois, en tout cas, vous pouvez jouer avec Riskin, donc qui est un ancien grand joueur Call of Duty, qui a notamment joué chez Team Vitality. Et ça permet d'avoir une phase de communication qui est intéressante, et puis d'utiliser un jeu qui parle à beaucoup de monde en France, et qui parle effectivement à la nouvelle génération. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les clubs de football, donc comme on va le voir après pour le PSG, sont aussi soumis au mouvement de l'éditeur, et donc en majeure partie, les clubs de foot au départ, comme je vous l'ai dit de façon naturelle, s'étaient lancés vers FIFA, parce que FIFA, finalement, ça leur parle, c'est-à-dire qu'ils font du football de façon physique, donc autant en faire aussi de façon virtuelle quelque part, et puis aussi parce que souvent les joueurs dans les clubs jouent quand même beaucoup à FIFA, même s'ils jouent à Fortnite aussi, et qu'ils jouent à d'autres jeux. Il y a quand même des grands fans de FIFA. Donc, malgré tout, les clubs sont soumis au mouvement des institutions, on va dire, de l'éditeur aussi. Et dans cette notion en fait, de divertissement et de discipline avec beaucoup de highlights nécessaires pour capter les nouvelles générations et le grand public, on va dire que Rocket League est quand même plus avancé sur ce point-là que FIFA. Donc à un moment donné, il y a eu un mouvement de la part de l'éditeur pour justement capter encore plus d'audimat en organisant une Coupe du Monde sur Rocket League plutôt que sur FIFA. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, Rocket League, justement, c'est un jeu qui permet de réunir les foules. Donc ici à l'écran, la Coupe du Monde en 2025, donc en plus en France, à Lyon. Et pour le coup, effectivement, c'est un jeu qui permet d'avoir beaucoup d'action, beaucoup d'intensité, et un spectacle qui est quand même beaucoup plus prononcé que sur FIFA. Donc c'est un choix qui est quand même plus intéressant. Maintenant, encore ici en photo, la fameuse Coupe du Monde à Lyon avec les supporters de la Carmine Corp. Mais pour revenir sur cet aspect, sur la notion de spectacle présente chez un jeu comme Rocket League, ça incite maintenant les clubs en fait, à s'adapter et à recruter donc, des joueurs présents sur Rocket League. À l'écran, vous avez l'équipe de France, puisque nous, on a participé donc, à cette fameuse Coupe du Monde. On a fini deuxième lors de la première année, et on a été champion du monde donc, en 2025 avec Zen, notamment Vatira et Ferra le coach, et Joycey en tant que troisième joueur, et donc ça c'est une grosse performance, et là ça touche plus aux sélections nationales. Donc j'avance les photos, et nous on va revenir sur la phase club avant de rejoindre véritablement la stratégie du PSG Digital. Mais comme je vous le disais, les clubs en fait sont soumis au mouvement de l'éditeur et des institutions,
Et dans ce cas précis, vont devoir s'adapter et donc se lancer également sur la scène Rocket League. Donc pour un club comme Manchester City, au départ, il y a eu un lancement sur FIFA et ensuite un lancement sur Rocket League justement pour pouvoir participer à la Coupe du Monde et avoir des joueurs éligibles à la Coupe du Monde. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mouvements d'institutions sont établis parce que les institutions sont menées, on va dire, par des pays qui ont des grandes ambitions. Donc, pour le coup, la compétition se déroule en Arabie Saoudite et ça répond à l'intérêt global, on va dire, du pays, de tous les logos que vous pouvez voir à l'écran qui font partie, in fine, de la stratégie Vision 2030. Pour le PSG, la grande première étape au lancement de la structure e-sportive en 2007, c'est l'association avec Webedia. Et cette association-là, en fait, elle me permet de dire que le PSG a très bien réfléchi son lancement, parce qu'en vérité, le PSG aurait pu se lancer tout seul dans l'e-sport, comme certains clubs l'ont fait, mais le fait d'aller travailler avec Webedia leur permet en fait de profiter d'une expertise, et je vais me permettre de citer donc Fabien Allègre, directeur marketing du club. La raison pour laquelle nous nous sommes appuyés sur Webedia, c'est simplement parce que quand on se lance dans une discipline comme l'e-sport, on doit en détenir les valeurs au sens large du terme. Nous en avons certaines, on n'a plus à prouver notre capacité à communiquer, faire du marketing, gérer la partie business et revenus, parce qu'on fait ça tous les jours au club dans sa globalité. Mais dans la gestion et le recrutement de joueurs e-sportifs, on avait besoin de conseils. Soit on partait de rien, soit on s'appuyait sur un expert en France disposant d'une importante puissance communicative sur Internet. Effectivement, comme le dit encore très bien Nadia Ben Mokhtar, qui est aujourd'hui responsable du développement de la licence du PSG, de la diversification et du merchandising, ils avaient besoin de travailler avec des experts déjà au lancement, et c'est encore le cas aujourd'hui, et je vous conseille de mettre pause pour pouvoir lire ce slide plus précisément, parce que en fait, ça leur permet de profiter du réseau à cette époque de Webedia, que ce soit sur le recrutement, mais aussi sur la puissance médiatique. C'est-à-dire que Webedia, c'est une entreprise qui détient jeuxvideo.com, qui à l'époque détient aussi le SWC, qui collabore notamment aussi avec la Paris Games Week et qui détient également millennium.org, qui sont des sites d'actualité relativement importants, et qui permettent d'avoir des caisses de résonance au lancement de la structure. Donc déjà que quand le PSG se lance, vu la taille du club de football, on se doute que vous allez avoir les médias traditionnels, donc TF1, Canal+, Le Figaro, BFM TV, etc. En plus de ça, vous avez tous les médias jeux vidéo qui vont en plus communiquer sur le lancement. Donc ça fait un packaging médiatique qui est extrêmement fort, en plus de profiter du réseau et de l'expertise proposée par Webedia. Ceci étant, à cette époque, vous allez avoir cette déclaration, donc quelques années, on va dire, après le lancement, mais ça, c'est pour le côté business. L'argent n'est pas un problème pour Webedia, bon, même si effectivement, c'est une entreprise qui travaille bien, qui a beaucoup de réseaux et qui va montrer son expertise au niveau e-sportif. C'est le genre de déclaration qu'il ne faut pas sortir quand vous êtes un patron d'entreprise, parce que ensuite, vos commerciaux, quand ils vont négocier, normalement, au bout du téléphone, ils peuvent entendre si vous n'avez pas de problème d'argent, on va se permettre de vous en demander un petit peu plus. Donc ça, c'était pour le petit conseil, on va dire, hors du cours e-sport, mais notez-le quelque part, on va dire. Pour revenir à l'entreprise en tant que telle, effectivement, c'est une entreprise qui a énormément de réseaux sur le digital et sur tout ce qui est création de contenu, et sur le numérique au sens large du terme. Donc ça leur permet d'avoir une grosse puissance de frappe au niveau de diffusion et de pouvoir mettre en avant certains projets avec beaucoup de véhémence. Ils travaillent effectivement dans l'e-sport, donc avec la gestion notamment de la LFL et de la Ligue sur Valorant. Donc il y a un vrai savoir-faire au niveau e-sportif qui permet pour le PSG, déjà à cette époque en 2016, d'être très bien encadré et de ne pas se tromper justement dans la deuxième étape qui est le choix des hommes. Donc pour le choix des hommes, le PSG va se tourner vers Yellow Star en tant que directeur sportif, qui est une personnalité qui est bien connue de la scène et qui en fait ressemble un peu à Leonardo quelque part, qui quand le PSG est racheté par QSI, donc en 2011, ils vont aller chercher Leonardo parce que ça permet d'aller pouvoir dialoguer avec les joueurs avec plus de sérénité à partir du moment où Leonardo a été un ancien joueur, et en plus un ancien joueur du PSG. Pour Yellow Star, c'est un ancien joueur de League of Legends qui a brillé sur la scène justement,
Et c'est la même opération que pour le recrutement de Leonardo. Quand vous allez négocier avec des joueurs, c'est plus facile parce qu'il y a un vrai savoir-faire et puis surtout il y a une vraie connaissance. Donc c'est un premier recrutement qui est extrêmement bien ciblé et qui est plutôt malin. Yellow Star, qui revient d'ailleurs récemment, qui est revenu récemment sur la scène e-sportive dans un poste proche des joueurs, c'est-à-dire qu'il est nommé en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et ça nous permet d'avoir on va dire une sorte de Didier Deschamps e-sportif pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Arabie Saoudite. En plus de Yellow Star, le PSG va se tourner sur la scène FIFA. On va revenir après sur le choix des jeux, mais on va se tourner un peu sur le choix des hommes pour commencer. Il va y avoir le recrutement d'Alan Brun, qui est en fait l'ancien coach de Spank, et qui est quelqu'un qui a participé à absolument tous les grands événements internationaux dans les années 2000 et qui a une expérience énorme en tant que coach et même en tant que, j'ai envie de dire, humaine, en tant qu'expérience humaine. Donc ça leur permet non seulement d'avoir quelqu'un de qualité qui a déjà gagné et qui est capable de repérer des jeunes joueurs avec une grande qualité. Le fait de travailler directement avec l'ancien coach de Spank, donc, que vous avez à l'écran, le boss de FIFA, Bruce Granek, ça permet aussi de profiter justement du réseau de ces deux gars-là et de pouvoir s'orienter ensuite vers un choix des joueurs, on va dire, efficace. Justement, Bruce Granek, vous l'avez à l'écran, c'est la grosse star des années 2000 et qui est encore présent sur la scène e-sport en tant que commentateur assez régulièrement sur certains événements en tout cas. Voilà, vous l'avez à l'écran. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, quand vous voyez la taille des personnes à côté de lui, vous comprenez qu'il a gagné quelques tournois qui lui ont permis d'avoir des accès privilégiés, comme on dit. Pour le choix des joueurs, le PSG va se tourner vers deux pépites. Alors, il va y avoir le recrutement de Hage, joueur danois qui a déjà pas mal prouvé à cette époque sur la scène FIFA. Et ensuite, vous allez avoir le recrutement de Dax, qui est la pépite française montante. Et comme on va le voir après, ce sont deux joueurs qui vont performer très rapidement sur la scène donc FIFA. Et ce qui nous fait dire que l'association donc avec Webmedia et plus particulièrement avec Bang Bang Management, qui était donc l'entreprise détenue par Webmedia qui s'occupait de tout ce qui est gestion de joueurs et de gestion de carrière, on va dire que le travail effectué est très bon puisque les résultats vont arriver rapidement. Pour le PSG, ce qu'on peut apprécier et ce qui montre que le club a un véritable intérêt pour l'e-sport, c'est que toute la phase de communication autour du lancement du club est très professionnelle et ressemble à ce qu'on peut trouver dans le sport traditionnel et notamment au sein du club. Vous avez la présence de Nasser Al-Khelaifi et c'est pas anodin. Le fait qu'il soit là, le fait qu'il s'exprime, qu'il y ait une vraie conférence de presse avec l'invitation des journalistes, etc. On montre que le PSG prend l'e-sport au sérieux et que le lancement annonce justement de très belles choses. Vous avez Dax ici à l'écran et comme vous pouvez le voir avec son drapeau français, on ne va pas se mentir aussi depuis l'extérieur. Vous avez aussi cette image un peu d'équipe de France quelque part d'un côté parce que le PSG c'est quand même le club de la capitale française et donc un club avec des super moyens en plus. Il y a quand même beaucoup d'espoir au lancement. Maintenant, en corrélation avec le choix des hommes, il y a surtout le choix des jeux, et ça c'est très important à noter parce qu'il y a tout un aspect stratégique autour de ce choix justement. On ne se lance pas au hasard sur un jeu plutôt qu'un autre. Donc je vais me permettre de citer Romain Serra, ancien team manager à l'Olympique Lyonnais. Déjà avec FIFA, tu restes dans l'univers du football, donc tu vas toucher un public que tu connais déjà. Ensuite, tu vas toucher des millénials parce qu'ils jouent davantage aux jeux vidéo. Les 3/4 des gens qui supportent le club OL eSport sont aussi des supporters du club de football. Ce ne sont pas vraiment des spécialistes des jeux vidéo. Donc pour l'OL, il s'agit de suivre la tendance. L'eSport est un phénomène qui prend de l'ampleur, alors on tente le coup avec FIFA puisqu'il s'agit du jeu de foot du moment. Après, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure façon de faire de l'eSport. Finalement, on reste dans le domaine qu'on connaît. Si vous désirez suivre la suite de la citation, vous pouvez mettre pause bien évidemment, mais moi je vais me permettre d'agrémenter les propos de M. Romain Serra, qui en fait a raison sur cet aspect. C'est que la logique de se dire on va se lancer sur FIFA parce qu'on est un club de football, effectivement c'est intéressant, mais ça ne permet pas de toucher la totalité de la communauté e-sportive à partir du moment où il y a plein d'autres jeux disponibles et donc plein d'autres communautés à toucher. Donc, justement, comme le dit très bien Fabien Allègre, directeur marketing du club, on travaillait sur le sujet depuis longtemps. On pensait déjà à se lancer avec Bruce Granek, multiple champion du monde sur FIFA et PES, mais on a attendu 2 ans et demi plus
afin de le faire avec une vision globale sur la discipline, sans faire le raccourci club de foot égale FIFA. Le PSG à cette époque a une vision qui est vraiment globale et qui va se lancer en fait sur plusieurs jeux. Il va y avoir un lancement sur League of Legends, on va revenir après dessus, sur Rocket League et justement également sur FIFA, qui permet en fait de suivre aussi une tendance que je vous ai mis en lumière en haut à gauche avec la petite ampoule, qui revient à dire qu'il faut suivre également l'éditeur et le succès du jeu. Et là pour FIFA, c'est à peu près connu de tous, comme ça peut être le cas également pour un jeu comme GTA. C'est des jeux qui se vendent extrêmement bien, qui en plus sortent tous les ans, et qui donc permettent d'avoir des phases de communication également autour des lancements chaque année. Donc c'est très intéressant pour un club de sport. Donc vous avez un lancement sur Rocket League, vous avez un lancement sur League of Legends et vous avez un lancement sur FIFA. Vous allez justement avoir le début de cette partie influence qui va se mettre en place, parce que le fait d'avoir justement des joueurs FIFA, comme je vous le disais, c'est intéressant, parce que dans le club, vous avez également un Javier Pastore, par exemple, à cette époque, qui jouait à FIFA, donc vous pouvez faire des vidéos en crossover. Vous avez NASA aussi, qui joue à FIFA. Sur Rocket League, vous allez avoir Ferra, qui va rejoindre le club à un moment donné, et Ferra deviendra par la suite le coach, justement, de la Carmine Corp et de l'équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde Rocket League qu'on a vu précédemment. Quand je parle de suivre le succès de l'éditeur et le succès du jeu, comme je peux le lire également à l'écran, Call of Duty s'inspire désormais de Fortnite. Il n'y a jamais eu une période de l'histoire où tout le monde a possédé une console. Et ça, en fait, ça permet de se dire que déjà les jeux se vendent de plus en plus. Il y a de plus en plus de consommateurs de jeux vidéo. Mais en fait, c'est toute une culture populaire qui est en train d'augmenter autour de la discipline de l'e-sport, et même au sens plus large du terme, du gaming, comme on va pouvoir le voir après. Mais sur la partie FIFA, en fait, il suffisait, entre guillemets, de suivre les mouvements de l'éditeur et de voir que en 2016, pour le vainqueur de la Coupe du Monde, vous aviez 20 000 $, et l'année d'après, vous avez 200 000 $, donc soit 10 fois plus. Donc à ce moment-là, on comprend clairement que l'éditeur a compris que l'e-sport lui permet de toucher la nouvelle génération et de capter un public toujours plus large, et qu'ils ont décidé d'investir de façon conséquente dans les compétitions qui sont produites. Donc, quelque part, il faut suivre cette vague puisqu'elle va continuer de grossir progressivement. Ensuite, autour de FIFA, et ça c'est un aspect qui est extrêmement important pour ce jeu, vous avez surtout le mode FUT, qui est un des modes les plus joués et qui permet d'avoir des revenus colossaux, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, et qui donc assure une domination, on va dire, dans les ventes chaque année par FIFA. Et donc, suivre l'éditeur et suivre le succès du jeu, ça permet aussi de se positionner à côté de lui, on va dire. Le jeu vidéo, premier marché culturel en France, je pense qu'on le ressent de plus en plus, bien évidemment. Pourquoi FIFA est le produit culturel le plus vendu en France ? Parce que le football reste le sport le plus populaire. Et ça reste quand même un jeu qui est quand même plutôt fun à jouer, même si il n'est pas... On va dire que chaque année, il n'est pas toujours de qualité, c'est pas évident. En tout cas, le débat reste ouvert. Maintenant, en 2026, c'est toujours le jeu le plus vendu de l'année. En 2025, pardon. C'est l'opus 2026, mais en 2025, c'est toujours le jeu le plus vendu de l'année. Donc, effectivement, quand vous vous positionnez sur FIFA, vous allez avoir des phases de communication qui sont très intéressantes. Donc, pour un club de foot, c'est extrêmement important, notamment avec ce mode de carte et tout ce que ça peut engendrer sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, pour le PSG, donc il y a cette nécessité de se positionner dans l'e-sport, comme la plupart des clubs de sport aujourd'hui, parce qu'il y a une émergence aussi de la culture gaming de plus en plus. On le voit avec les productions cinématographiques, avec Super Mario Galaxy qui va sortir cette année en 2026, mais on l'a vu déjà avec le précédent Mario qui était sorti déjà, on l'a vu avec Minecraft également, on l'a vu avec la série Arcane, absolument superbe, on l'a vu également avec des séries comme Fallout, The Last of Us, on le verra prochainement avec Assassin's Creed et au cinéma avec Street Fighter et Mortal Kombat qui vont ressortir également, où on voit également qu'il y a de plus en plus d'attrait pour des séries très typées jeux vidéo, et que finalement les jeux vidéo redessinent un peu les productions cinématographiques à partir du moment où c'est des succès extrêmement rapidement au box-office. Vous avez également les clubs e-sport, de par leurs sponsors et de par leurs nouveaux partenaires, comme ça peut être le cas ici avec Vitality et Leclerc, ou avec Gentlemates et Volvic,
qui s'instaurent de plus en plus dans la culture populaire, parce qu'aujourd'hui, justement, ils sont présents en grande surface, et justement, c'est des lieux qui parlent à tout le monde et qui permettent d'avoir des phases d'exposition extrêmement importantes. Donc pour le PSG, comme pour n'importe quel club de football aujourd'hui, ça devient un enjeu extrêmement important de se positionner sur la scène e-sportive et sur la scène gaming. Donc j'avance un petit peu les photos pour vous présenter un peu ce qui peut se faire aujourd'hui avec l'e-sport au niveau merchandising, au niveau partenariat, on va dire. Mais ça, c'est pour la partie pour vous montrer que, effectivement, quand vous êtes un club de foot, aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté de ce qui est un peu l'air du temps, on va dire. Donc j'avance un petit peu les photos, mais je vous rappelle que vous pouvez mettre pause si vous le désirez également. On revient sur suivre l'éditeur et le succès du jeu. Donc ça, c'est une partie justement pour vous montrer à quel point ça peut avoir un impact de suivre l'éditeur. Pour un jeu comme Call of Duty, on est sur un des jeux les plus appréciés en France, très clairement, avec League of Legends également, qui a été porté par beaucoup d'influenceurs. Quand vous êtes une structure comme Gentlemates, comme pour FIFA et le PSG, là, ça devient important de se lancer dessus parce que vous avez beaucoup d'aficionados du patron de la structure qui est donc Gotaga. Vous avez Brox également qui a joué à Call of Duty. Et donc, vous répondez en fait à votre communauté de la même façon que le PSG se dit en se lançant sur FIFA, on va aussi répondre à notre communauté et aux passionnés de foot et à la nouvelle génération qui joue également à FIFA et qui donc pourra avoir un attrait pour notre section FIFA. Call of Duty, c'est un jeu qui a une énorme histoire. Déjà, et donc il y a donc beaucoup de passionnés en France, et donc quand Gentlemates débarque sur la scène Call of Duty, déjà ils vont attendre un petit peu avant de le faire, ils vont attendre que le droit d'entrée dans la Call of Duty League, soit supprimé. Comme ça leur permet de ne pas débourser un chèque de plus de 20 millions de dollars à l'entrée dans la ligue. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que les audiences vont exploser. C'est-à-dire, à partir du moment où vous amenez une communauté à pouvoir suivre des matchs et des compétitions, il n'y a pas trop de surprise à ce que, on va dire que l'engouement populaire autour des matchs, autour de la compétition augmente et que les chiffres de diffusion augmentent justement. Donc, au départ, ça a été un petit peu dur sur la scène Call of Duty pour Gentlemates, mais ils se sont, on va dire, assez vite repris pour remporter notamment le fameux Major de Dallas face à Optic. Donc, quelques petites photos avant de rebasculer sur le PSG. Donc, pour le PSG, l'intérêt donc de se lancer sur FIFA, c'est de parler à la nouvelle génération, c'est de se positionner, comme on va le voir aussi après, sur des compétitions importantes sur FIFA, qui leur permettent également de faire de la création de contenu et d'avoir des résultats, et donc de pouvoir justifié d'un certain rang, on va dire, mais ça leur permet aussi d'avoir des communications et des phases de communication dans les jeux directement. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, vous l'avez également dans le monde de la Formule 1, donc le logo de Vitality sur les Renault au GP de Grande-Bretagne. Quand on sait que le business de la Formule 1 est le premier business sportif mondial au monde, ça permet d'avoir une grosse exposition pour une structure comme Vitality, c'est très important. Maintenant, vous l'avez aussi donc dans FIFA, où là, pour les clubs e-sportifs, à l'époque, ça permettait justement de se positionner directement dans le jeu et d'avoir des phases de communication qui sont novatrices et importantes. Donc, pour la fameuse compétition qui existe et qui est l'e-Ligue 1, vous avez la possibilité, donc pour les clubs de foot, donc comme c'est le cas pour le PSG, mais on va revenir après sur la stratégie du PSG. Je cherche à finir la phase d'introduction pour vous préparer au mieux pour la suite. Un club comme le LOSC, par exemple, était en partenariat avec MCES et va se mettre à travailler avec Vitality, et ça permet d'avoir un crossover entre les deux clubs et en fait de participer ensuite à l'e-Ligue 1, même si les clubs peuvent participer tout seuls. J'aurais tendance à dire que ça peut être intéressant en termes de communication pour les clubs et si les choses sont bien faites en tout cas, mais comme vous pouvez le voir sur le maillot, pour Vitality, pour le coup, vous êtes un peu plus mis en retrait puisque c'est le maillot du LOSC qui est mis en avant, mais dans tous les cas, ça permet d'avoir une sorte de profiter également du réseau du club, d'avoir des accès, comme vous pouvez le voir sur les photos, dans les infrastructures du club, donc ça peut toujours être un aspect très intéressant, et on verra après justement que le PSG a été très malin sur son choix d'association pour participer à l'e-Ligue 1. Donc j'avance un petit peu sur le LOSC, et vous voyez un accès aux infrastructures, et ça permet de faire de la création de contenu aussi dans des lieux qui sont quand même plutôt sympathiques. Donc l'e-Ligue 1,
Compétition qui permet au club de football de pouvoir s'affronter justement sur FIFA, et compétition à laquelle participe le PSG. Donc j'avance un petit peu les photos, mais vous allez voir que c'est une compétition, certes, qui n'est pas une compétition majeure dans l'e-sport, c'est pas les plus gros chiffres et ça réunit pas le plus de public dans l'e-sport, mais ça permet de faire de la création de contenu, ça permet d'avoir des affrontements et des phases de communication qui sont intéressantes. Donc c'est plutôt sympathique et c'est nécessaire, on va dire, pour les clubs de se positionner dessus. Pour un club comme le FC Lorient, ça permet aussi de remporter des titres et de pouvoir justifier du statut de meilleur club de la discipline en France, même s'ils ont perdu récemment le titre contre l'AS Monaco. Ça permet aussi d'avoir un contact avec des personnalités. Vous avez notamment Robert Pires qui vient commenter la compétition. Et donc quand vous faites de la création de contenu dans des lieux relativement beaux, esthétiquement parlant, avec des personnalités, c'est sûr que ça augmente la portée justement de cette création de contenu. Il y a plus de chances que ce contenu devienne viral ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc j'avance un petit peu pour l'e-Ligue 1, mais qui dit e-Ligue 1 dit bien évidemment e-Coupe de France, qui va être le duplicata de la Coupe de France, mais en format virtuel, où là c'est pareil, pour la création de contenu, avoir accès à des lieux comme Clairefontaine, c'est toujours sympathique, et puis surtout ça permet de crédibiliser la discipline, où même si c'est pas les compétitions les plus importantes de l'e-sport, qu'on n'est pas sur le calibre des Worlds sur League of Legends ou des Majors sur Counter-Strike, etc., ça permet d'apporter un aspect crédibilité à la discipline qui est important, et ensuite au club aussi de pouvoir se positionner sur des moments qui leur permettent de parler justement aux nouvelles générations, et comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, d'organiser ensuite même des événements en physique, des remises de trophées, etc., etc. Donc j'avance un petit peu sur les photos, mais je pense que vous avez compris que Lorient est assez présent sur cette intervention, puisqu'il gagne assez souvent, même si, comme je vous l'ai dit encore une fois, ils ont perdu récemment contre l'AS Monaco. Donc e-Ligue 1, e-Coupe de France, mais également e-Champions League, qui quelque part représente le Graal au niveau européen. Et donc cette année, même toutes les autres années, quand vous remportez les Ligue 1, ensuite vous avez accès à l'e-Champions League et ensuite également à la Coupe du Monde, comme on le verra après. Mais donc cette année, l'e-Ligue 1 a été remportée par l'AS Monaco et ils ont justement battu le PSG, mais ça, on va revenir après dessus puisque la stratégie nous intéresse plus particulièrement. Donc, pour revenir au lancement du PSG, eux, ils veulent avoir accès à ça. Ils veulent participer à ce volet de tournoi sur FIFA, ils veulent parler aux nouvelles générations, et surtout, ils veulent avoir du succès. Donc, on l'a vu par cette association avec Home Media qui leur permet d'avoir un recrutement de qualité et qui va performer tout de suite et qui va montrer justement cette efficacité dans le choix qui a été établi. Donc, aux côtés de son coach Alan Brun, Dax remporte le SWC 2016, donc l'équivalent de la Coupe du Monde, et l'année d'après, il récidive et il gagne pour une deuxième fois d'affilée la Coupe du Monde. Pendant ce temps-là, vous avez Hage qui va remporter la DreamHack, qui est un énorme tournoi en Suède. Et donc, sur le territoire européen, en fait, on se rend compte que le PSG est performant sur FIFA et atteint ses objectifs de se positionner comme une structure qui performe sur le jeu de football, qui est son essence même, quelque part. Par contre, sur League of Legends, puisque, je vous le rappelle, il y a eu lancement sur League of Legends et sur Rocket League, je vais me permettre de citer donc Yellow Star à l'époque. Nous n'avons pas réussi à être à la hauteur des attentes. Je suis le premier à être vraiment désolé, déçu. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à tout moment, et voir que l'équipe n'arrive pas à performer me rend vraiment triste. Je vous laisse si vous désirez ensuite lire la suite de la citation, mais effectivement on ne va pas vraiment s'attarder nous tout de suite sur comment ça s'est passé, pourquoi l'équipe a échoué. On va revenir à un moment donné dans la vidéo sur cet aspect parce que c'est extrêmement important, mais effectivement le PSG ne va pas performer sur League of Legends, et c'est un aspect qui est malheureusement très préjudiciable par rapport à la stratégie déployée par le club. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans le lancement dans l'e-sport établi par le PSG, il y a cette volonté de parler aux nouvelles générations, il y a cette volonté quelque part de se positionner dans l'air du temps, mais il y a aussi cette volonté de parler à l'Asie, qui est le premier consommateur d'e-sport. Et quand vous prenez les chiffres, comme on va le faire juste après, par exemple, des Worlds sur League of Legends, la majeure partie de la data vient d'Asie, et donc si vous voulez parler au monde, il faut participer aux compétitions où la majeure partie des Asiatiques, j'ai envie de vous dire, regardent ces compétitions.
Donc il va y avoir un changement de cap qui va être établi. Pour les chiffres, pour justement vous argumenter cet aspect-là, quand vous prenez par exemple la finale des Worlds de 2024, le peak viewer, si on l'arrondit, il est à 7 millions environ. Donc, la finale, c'est BLG contre T1. Maintenant, si vous rajoutez, comme on va le voir juste après, la partie asiatique, le match est à 50 millions. Donc c'est pas exactement le même chiffre, et ça, le PSG l'a bien compris, et se dit, en fait, nous, on a du mal à performer sur la scène européenne, et en fait, la scène européenne, quelque part, ne nous permet pas de parler à ce continent asiatique, ou alors il faudrait être extrêmement performant durant les grosses compétitions internationales. Donc c'est tout un enjeu pour eux, en fait, de se dire comment on arrive à concrétiser notre volonté de parler au monde entier grâce à l'e-sport. Grâce à FIFA, on a des résultats, on est champion du monde, mais FIFA n'est qu'un jeu mineur dans l'e-sport et ne nous permet pas en fait d'atteindre ce nouveau public. Ça correspond à notre volonté d'être dans l'ère du temps, mais pas de parler à la plus grande partie du public e-sportif. Donc, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez mettre pause à l'écran. Vous avez un exemple de la data avec beaucoup d'événements référencés. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que, comme vous pouvez le voir sur la droite, les événements e-sportifs avec la Chine sont bien évidemment les plus importants dans la data e-sportive. Surtout, le PSG voit également les sponsors et les marques qui communiquent autour de ces événements et comprend très vite que c'est les événements, en fait, c'est the place to be quelque part, et c'est à cela qu'il faut participer. Et c'est pas véritablement en Europe qu'il faut échouer, c'est plutôt en Asie qu'il faut réussir, ou alors au moins être présent durant ces événements. Et on verra que la stratégie déployée par le PSG, c'est plutôt de se dire, si au moins on y est présent, c'est déjà bien, parce que ça nous permet justement d'avoir accès à cette data et de capter cet audimat auquel on n'avait pas accès. Donc pourquoi l'Asie est autant concentrée sur l'e-sport ? En vérité, c'est juste une question de culture. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent en cours, parce que je suis professeur également en école supérieure, et les étudiants me posent souvent la question de me demander mais pourquoi ça fonctionne plus en Asie ? C'est une question de culture, comme par exemple en Hollande, le football est culturel et fonctionne dans beaucoup plus de pays, de par le fait que historiquement, les Hollandais en fait adorent le football. Donc en Asie, il y a cette notion de gaming et de pop culture qui est extrêmement développée, extrêmement présente, qui fait que je vais passer plusieurs slides, mais vous allez comprendre qu'il y a une différence de consommation du divertissement. Comme aux États-Unis, par exemple, vous allez avoir des grands fans de MMA et de hockey sur glace, et chaque pays en fait a on va dire ses attraits différents. Donc en ligue chinoise, par exemple, vous pouvez avoir Durex comme sponsor. Bon, Durex, nous, on l'a eu au GP Explorer. Vous avez surtout en Asie la grande star Faker. Et si aujourd'hui, on devait présenter l'e-sport à quelqu'un qui ne le connaît pas, je pense qu'on pourrait choisir Faker comme le GOAT ultime sans trop se tromper. Vous avez effectivement donc une proximité entre le gouvernement et les célébrités et les stars de l'e-sport, et donc surtout Faker, hein, j'ai envie de vous dire, de par le fait que lui est le GOAT absolu. Mais ça, c'est des choses qui ne peuvent pas exister, par exemple, encore à ce jour en France, qui peuvent exister au Danemark, on l'a déjà vu avec les Astralis, notamment sur Counter-Strike. Mais tout ça est encore marginal pour le moment en Europe. En Asie, c'est développé, et donc quand vous voulez parler à la terre entière et au plus gros volume, on va dire, c'est surtout à l'Asie en tout cas qu'il faut parler, et ensuite aux États-Unis et ensuite à l'Europe. Donc Faker est une star absolue, mais je vais passer quelques photos, mais je pense que vous l'avez compris, quand vous faites des publicités pour McDonald's, c'est que vous avez atteint un certain statut, effectivement. Donc comme je vous le disais, ça dépend ensuite du territoire où vous vous situez, mais au Danemark, par exemple, il y a une culture de Counter-Strike qui est vraiment présente. Et si le PSG, par exemple, avait envie de parler au Danemark pour X ou Y raison, il pourrait faire du Counter-Strike et choisir, par exemple, 2 ou 3 joueurs danois, et ça leur permettrait de communiquer vers le Danemark. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Danemark, par rapport, par exemple, à la Chine, c'est pas exactement le même volume d'habitants. Donc quand vous voulez vous développer et surtout développer votre image de marque et de façon la plus conséquente possible, que le développement soit le plus conséquent possible, vous avez envie de parler à l'Europe, c'est sûr, mais vous avez surtout envie de parler à l'Asie.
comme je vous le dis encore une fois, il y a une notion de culture. En Asie, c'est un énorme pays de League of Legends, donc qui est le jeu le plus consommé au monde dans la sphère e-sportive. Et c'est moins, par exemple, un pays de Counter-Strike. Donc ils essayent de travailler sur cet aspect où ils invitent des ambassadeurs. Donc notre ami Kenyes qu'on a vu en vidéo au début avec notre pilote de Formule 1, Isaac Hadjar, au Grand Prix de Shanghai. Et bien justement, il est invité parfois à des événements Counter-Strike en Chine pour faire la promotion de ces événements, pour essayer de ramener un engouement supplémentaire pour développer la scène Counter-Strike en Chine et plus particulièrement sur la scène asiatique. Pardon. Donc le PSG voit tout ça, voit que son lancement sur FIFA est intéressant, lui permet de parler à l'Europe, lui permet d'avoir des résultats. Sur Rocket League également, même si ça va moins nous intéresser parce que c'est moins parlant, on va dire. Mais par contre, constate qu'avec League of Legends, il n'a pas accès à cette part du monde. Donc, il va y avoir un changement de cap et en fait une réorientation qui nous fait dire que l'e-sport va vraiment devenir une part entière de la stratégie globale du club, au même titre que la présence des autres structures e-sportives, des autres structures sportives, et des autres partenariats qui sont établis. En parlant de partenariat, justement, le PSG, en fait, au lieu de créer des sections et de recruter des joueurs d'eux-mêmes, eh bien, ils vont s'associer justement à des experts du milieu, comme on l'a vu au début de la vidéo avec les mots des membres du club, où on va avoir une association avec un club sur Dota 2, avec un club sur League of Legends, avec un club sur Rainbow Six. Mais comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, avec l'enchaînement de drapeaux à connotation asiatique, l'objectif, il est clairement assumé, c'est de parler à l'Asie avec ces nouvelles sections, à partir du moment où on parle déjà à l'Europe, avec FIFA. Donc, le but de tout ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une volonté mercantile et commerciale derrière, c'est aussi pour vendre des maillots, c'est aussi pour se développer en tant qu'image de marque, mais c'est bien évidemment pour faire du business. Donc, je reprends les termes que vous pouvez trouver en haut à gauche de l'écran. Les maillots portés sur scène étaient épuisés dès le lendemain sur notre boutique en ligne. Cela montre à quel point l'impact en termes d'audience et d'image peut être fort, en parlant d'un maillot entre le PSG et Talon, donc une section League of Legends pour le coup. Sur Dota 2, pardon, c'est la même chose que quand le PSG, en fait, au football, va floquer des maillots avec un flocage asiatique, ou comme ils peuvent le faire à l'effigie d'autres pays pour d'autres événements. Pourquoi ça ? Très populaire depuis son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d'euros, le sud-coréen Kang In-lee est le parisien qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. Parce que c'est des pays qui sont des gros consommateurs de merchandising, des gros consommateurs de paris en ligne, et des pays qui sont très voyageurs aussi. C'est-à-dire qui peuvent se déplacer en France pour suivre des événements, qui ont les moyens de le faire, dans certains cas en tout cas. Et donc, c'est des gens à qui il faut parler, puisque ça peut devenir effectivement des nouveaux aficionados, c'est des nouveaux consommateurs extrêmement importants. Donc, ce qui est fait généralement dans le sport traditionnel, pour vendre des maillots, va être dupliqué bien évidemment avec la section e-sportive, en essayant de parler au plus de monde possible, donc en passant par le territoire asiatique. Dans l'e-sport, ça existe également. Quand vous êtes une structure comme Vitality, avec une très belle image à l'échelle internationale, quand vous vous déplacez en Chine, c'est très malin et c'est très intelligent de faire une édition spéciale du maillot, qui est plutôt sympathique d'ailleurs, et d'en faire la promotion avec ses joueurs phares, donc Apex que vous avez à l'écran en haut à droite, ou avec Zaiwo, actuel meilleur joueur du monde sur Counter-Strike. Donc vous l'avez encore ici à l'écran, Mathieu Herbeau, Zaiwo, avec le fameux maillot collector. Donc comme je vous le disais, pour le PSG, changement de cap, et donc l'e-sport vient s'intégrer en fait à tout ce qui existe déjà dans le club, et qui en fait parfois des opérations marketing pures, des opérations de communication, ou alors des projets qui sont plus nobles, on va dire, comme ici le lancement des académies, qui est quand même un aspect un peu plus noble en termes d'éducation et en termes de formation, qui peut permettre à des jeunes d'avoir une chance de réussir au niveau éducatif et au niveau football, et puis d'acquérir de belles valeurs, surtout parce que le sport reste quand même un terreau de belles valeurs, on va dire. Et donc l'e-sport vient s'intégrer aux côtés du lancement des PSG Academy, où vous le voyez, ouverture d'une école en Russie, ouverture d'une école en Thaïlande, aux Antilles, en Allemagne, etc., etc. Au total, je crois qu'il y a plus de 21 académies, on le verra après. Mais c'est cette logique de développer l'image de marque globale
comme n'importe quelle marque et comme n'importe quelle industrie. C'est pour ça que j'ai mis le logo de McDonald's d'ailleurs, où en fait on doit faire rayonner l'image globale du club. Donc on se sert de l'e-sport progressivement comme de n'importe quelle section sportive et que n'importe quel lancement d'académie. Donc l'aspect académie aujourd'hui est très important, et si j'insiste sur cet aspect, c'est qu'on va le retrouver ensuite dans l'e-sport, parce que bien évidemment, formation dans le sport traditionnel, c'est un aspect qu'on peut dupliquer vers la discipline de l'e-sport. Donc j'avance un petit peu sur le format académie, mais qu'on a porté aussi en format bande dessinée pour faire un peu plus de business. Maintenant, il y a ce côté parler au monde. On cherche à parler à l'Asie, donc on va le voir après qu'on va revenir à l'e-sport pour comprendre comment le PSG s'est servi de l'e-sport pour parler à l'Asie. Mais il y a aussi cette volonté d'établir une stratégie globale qui permet de parler au monde entier. Donc pour parler aux États-Unis, effectivement, l'e-sport peut être intéressant, mais aux États-Unis, le PSG a compris qu'en fait, ils ont déjà des supporters et qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes, comme effectivement le lancement de la gamme Michael Jordan, sur laquelle on va revenir après. Mais lancer un store quand vous avez un club de supporters à New York, c'est clairement pas déconnant, c'est clairement plutôt intelligent. Ça permet également de faciliter les déplacements des supporters dans le cas où ils désirent se rendre à Paris, parce que c'est quand même un petit déplacement, on va dire. Mais surtout, ça permet de parler à une partie du monde qui est très adepte de sport. Si on prend le nombre de clubs présents à New York, c'est important de s'implanter à New York, d'ouvrir des bureaux et d'essayer d'étendre son image de marque justement à New York, et même de façon plus globale au sein des États-Unis. Donc le PSG ouvre des bureaux, essaye de vendre du merchandising là-bas, également parce que, comme on va le voir après, ces joueurs sont des caisses de résonance pour le club. On le voit également récemment avec Lego, qui a compris que les États-Unis étaient un grand pays de sport et qu'ils sont en train de se diriger vers le football avec l'attrait qui augmente pour la MLS et puis surtout la Coupe du Monde 2026. Donc on essaye de vendre des sets Lego typés football et très typés États-Unis également, comme on l'a vu bien évidemment avec la publicité avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius et Mbappé. Mais ça a été un peu passé sous les radars, mais il y a eu aussi de grosses gammes sorties à l'effigie des États-Unis. Parce que justement, donc, le PSG a vu que les États-Unis étaient un énorme pays de sport, je pense que tout le monde l'a vu bien évidemment, donc il faut parler à l'Asie, mais il faut aussi parler aux États-Unis. On revient également à Vitality, qui travaille comme le PSG, c'est des licences et des marques qui sont très similaires, et on verra après que il y a eu quelques rapprochements entre les deux structures, on va dire, mais quand Vitality, pareil, se déplace en Chine, à Shanghai, une édition du maillot pour parler aux supporters asiatiques. Et quand il se déplace donc à Austin aux États-Unis, il y a un maillot pareil à l'effigie un peu de la culture américaine des lycées américains, et ça permet d'avoir un produit qui parle plus à ce territoire-là. Donc c'est plutôt malin et ça permet en tout cas d'augmenter son image de marque. Donc pour revenir au PSG, quand le PSG veut parler aux États-Unis, eux, ce qu'ils vont faire directement, c'est un lancement en crossover avec Michael Jordan. Je pense que là, on peut faire difficilement faire plus efficace. Quand on voit la qualité de la gamme et surtout les ambassadeurs derrière, donc quand vous avez Michael Jordan et Kylian Mbappé, c'est extrêmement important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est fait également pour vendre des maillots, mais c'est surtout pour répondre à un besoin en fait qui existe. C'est-à-dire qu'on l'avait bien vu quand Kylian Mbappé et Hakimi se sont déplacés aux États-Unis. C'est des joueurs qui sont connus. J'aurais tendance à dire qu'il y a 10 ou 15 ans, les joueurs du PSG qui se déplaçaient aux États-Unis, ils n'étaient pas connus, ou alors beaucoup moins qu'aujourd'hui. Le monde est tellement connecté et interconnecté via les réseaux sociaux et le digital aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de frontières et de barrières, et tous les sportifs se connaissent entre eux à partir d'un certain niveau de performance. Donc quand le PSG voit ça, effectivement c'est malin de se dire qu'on peut aussi vendre des maillots aux gens qui connaissent Hakimi et Mbappé aux États-Unis à cette époque, ou aujourd'hui Dembélé et Vitinha par exemple. Donc je vais me permettre de citer Monsieur Jerry Newman, donc le chef de l'innovation et du digital, on va dire, au club. Si le Paris Saint-Germain est aujourd'hui une marque reconnue dans le sport et le lifestyle, nous souhaitons également développer notre présence dans le secteur de la tech
Et ce qu'il faut comprendre, bien évidemment, c'est que l'e-sport fait partie de cet environnement de la tech, et donc transformer le Paris Saint-Germain en véritable entreprise technologique, ça passe aussi par ce lancement qu'on a vu dans l'e-sport et sur lequel on va revenir. Maintenant, parler aux États-Unis, devenir une marque de lifestyle, ça passe par le merchandising qui est produit. On le voit dans l'e-sport avec les productions qui sont établies par les clubs. Vous avez par exemple un club comme Liquid, donc pour le coup un club américain, qui va produire des vestes qui sont similaires à ce qu'on peut trouver chez Louis Vuitton ou chez Dolce & Gabbana, du crossover avec Marvel d'une grande qualité. Et c'est la même volonté que le PSG de parler à un nouveau public et de toucher les jeunes générations. On parle avec le langage des nouvelles générations justement pour leur proposer des choses qui leur parlent et qui sont leurs références en fait, qui sont leur code et leur langage quelque part. Quand l'UFC aux États-Unis, encore une fois, gros pays de sport et de divertissement, se déplace à Miami, on fait du merch à l'effigie de Miami, on fait des choses qui sont cool, on fait des choses qui sont fun, parce que c'est ça aujourd'hui qui se vend et qui permet de développer l'image de marque en plus de proposer des compétitions. On le voit avec la Carmine Corp, on le voit avec la volonté également de se développer avec Celio et de faire justement un club de lifestyle, comme le PSG le fait très très bien avec cette gamme avec Michael Jordan. Donc j'ai avancé un petit peu les photos, mais je pense que vous avez compris l'idée. Gentlemates également en France, très présent sur ce développement avec énormément de merch et énormément de gammes différentes, qui a absolument tout compris de comment on doit parler aux nouvelles générations. De la même façon que le PSG, où on ne doit plus se limiter à proposer un simple maillot et à mettre un logo sur un t-shirt, mais il faut en faire un petit peu plus et surtout proposer des prix ensuite adaptés au porte-monnaie de tous, on va dire. Pourquoi le PSG veut parler à l'Asie ? Parce que c'est un pays de gros consommateurs d'e-sport, effectivement. Pourquoi le PSG veut parler aux États-Unis de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure avec Manchester City en partenariat avec FaZe Clan ? Parce que justement, je pense que la sphère image bien ce côté show, entertainment et divertissement, où vous avez eu l'annonce effectivement de la Coupe du Monde e-sportive sur la sphère, mais vous avez surtout des événements cinématographiques et des grands événements sportifs, des événements marketing où Adidas va faire la publicité de ses ballons, mais j'en reviens aux événements liés au monde du jeu vidéo, au marketing, des annonces pour Spider-Man, pour Fortnite, pour Call of Duty justement en haut à droite. Le monde de la Formule 1 est plutôt gâté également avec la sphère, puisque vous avez le Grand Prix de Las Vegas qui passe juste à côté, donc c'est plutôt pratique. J'avance un petit peu les photos, mais je vous rappelle que vous pouvez mettre pause si vous le désirez. Mais c'est clairement un lieu qui permet de mettre en lumière la démesure des États-Unis par rapport au show et au divertissement. Et quand aujourd'hui vous êtes un grand club de sport, vous devez parler à ces gens-là, parce que c'est des gros consommateurs de sport et c'est peut-être les gens qui regarderont par la suite vos matchs. Un des meilleurs événements qui a été organisé jusqu'ici à la sphère, justement, c'est un UFC qui était l'UFC spécial de la fête d'indépendance du Mexique. Et vous avez les photos à l'écran, et qui est un événement absolument magique, véritablement beautiful, comme on peut dire, très clairement, et qui a remporté justement le prix de l'événement de l'année au niveau réalisation. Pourquoi, encore une fois, le PSG veut parler aux États-Unis ? Parce que c'est quand même le premier pays, je pense, de l'histoire du monde à organiser un événement de cette envergure dans son principal lieu politique, on va dire. Donc on est très très loin. Vous avez également ce type de stade, le Mercedes-Benz Stadium, où quand le stade se ferme, vous avez le logo Mercedes, où on comprend très clairement que les États-Unis sont quand même à la pointe de la technologie. Donc le PSG se sert de l'e-sport pour toucher l'Asie, pour toucher également les États-Unis. L'e-sport vient s'insérer dans une stratégie, dans une logique globale, et finalement en fait rejoindre surtout des disciplines qui sont déjà aussi présentes au club. C'est-à-dire, je pense par exemple à un club comme le FC Barcelone, à plus de 10 sections sportives, je crois, de mémoire. Pour le PSG, vous avez eu à un moment donné la renaissance aussi du PSG Judo, qui a existé donc entre 92 et 2002. Et quand vous voulez parler à l'Asie, quoi de mieux que d'être présent aussi sur le judo, qui est un sport iconique et historique sur ces terres, avec un ambassadeur justement comme Teddy Riner, qui fait comprendre en fait qu'il y a une logique véritablement de parler au monde entier et de se positionner comme un club sportif global, mais quelque part aussi avec une logique marketing derrière. On a eu la rumeur du lancement du PSG dans le MMA.
Donc article sur le Parisien, le PSG réfléchit à lancer sa propre structure depuis plusieurs mois. Et finalement, quand vous parlez à l'Asie avec l'e-sport, avec le judo, et puis également avec le football, hein, on l'imagine de façon moins prononcée bien évidemment, quand vous parlez aux États-Unis justement avec le partenariat avec Michael Jordan, de plus en plus avec le football, ça peut être intéressant aussi de parler encore plus à l'Europe, encore plus aux États-Unis avec du MMA. Et donc, BSD, donc Benoît Saint-Denis, n'est pas convaincu. Je vous laisse lire la citation si vous le désirez ensuite. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Alors, j'ai mis hypothétiquement un partenariat avec le MMA Factory, avec une signature de Fernand Lopez, mais je ne trouverais pas ça déconnant de voir le PSG lancer une section MMA. On connaît la proximité du PSG avec Islam Makhachev notamment et Khabib. On les voit assez souvent dans les matchs, on les a encore vus récemment durant la victoire du PSG face à Liverpool. Donc peut-être que ça se fera un jour, et en tout cas ça permettrait au PSG de toucher de plus en plus de public et d'obtenir une caisse de résonance supplémentaire dans une discipline émergente extrêmement importante comme l'est l'e-sport également. Donc pourquoi pas une fusion entre le PSG et le MMA Factory un jour. Surtout que quand on voit, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'attrait montant pour le MMA en France, ça permettrait effectivement de toucher un public qui est bouillant et qui existe en fait, hein, très clairement. Donc est-ce qu'on aura un jour Cyril Gane au PSG ou Saladin Parnasse ? Je ne sais pas. Mais nous, on va rebasculer progressivement vers la stratégie du club dans l'e-sport. La morale de cette histoire, c'est que comme vous l'avez compris, le PSG se sert de l'e-sport pour toucher un nouveau public, pour être dans l'air du temps quelque part, et aussi parce que y a justement une société qui évolue. On le voit justement avec la possible insertion de la discipline aux Jeux Olympiques. Alors ça a été acté pendant un temps et ça a été annulé, on va dire, mais imaginez le PSG avec des joueurs et des représentants de son club qui participerait aux Jeux Olympiques, c'est une caisse de résonance supplémentaire. Et ça permet de faire rayonner son image de marque de façon extrêmement importante, puisque les Jeux Olympiques sont quand même la première exposition mondiale au niveau du sport. Donc, vous avez la Coupe du Monde qui va se tenir en Arabie Saoudite, et vous pouvez très bien avoir des joueurs du PSG qui y participent. Et quand on voit les chiffres des compétitions qui augmentent de plus en plus, bien évidemment que c'est un intérêt de parler aux nouvelles générations, d'être dans l'air du temps. Et ça permet aussi d'augmenter ce qu'on appelle les riches médias et les chiffres totaux, on va dire, de la portée des engagements autour du club. Maintenant, l'Asie, pourquoi on retrouve Cédric Grolet à l'écran, c'était pour vous imaginer que c'est un sujet vraiment majeur aujourd'hui. Quand vous êtes pâtissier français, boulanger français, artisan français, avec une certaine notoriété, que vous avez la possibilité de vous développer en Asie pour faire rayonner l'image de marque quelque part de la France, j'ai envie de dire plutôt que l'image de marque, vous êtes soutenu bien évidemment par le gouvernement et ça va être mis en avant parce qu'il y a un certain savoir-faire qui permet de faire rayonner le pays. De la même façon que, on va le voir après, le PSG a besoin de Netflix, le gouvernement, quand vous voyez pourquoi Emmanuel Macron et le maire de Rome se battent pour Émelie de Paris, parce que c'est une phase d'exposition qui est énorme pour la ville de Paris et qui permet ensuite de continuer à rayonner au niveau touristique, même si bien évidemment on se doute que Paris n'a pas besoin d'Emily in Paris pour rayonner au niveau touristique, mais c'est toujours un plus qui permet d'avoir une sorte de publicité constante grâce à la série quelque part. Donc on le voit aujourd'hui, que c'est des attraits majeurs de pouvoir communiquer sur le digital. Incroyable, certains pays paient l'influenceur iShowSpeed pour visiter et aider à stimuler le tourisme. Ça c'est une autre façon de se promouvoir. Mais pour revenir à Netflix au-delà de l'e-sport, et pour refaire la bascule ensuite vers l'e-sport, le PSG bien évidemment a besoin de Netflix également, et vous avez la production de documentaires qui permet au club de se positionner sur le digital avec l'e-sport, mais bien évidemment ensuite avec la création de contenu et avec ses propres résultats sportifs. Et justement avec la création de contenu, quand en plus elle est de cette qualité, ça permet de devenir viral très très rapidement. Donc j'avance juste à notre ami Ousmane Dembélé, qui permet aussi de mettre en avant le PSG indirectement, et puis surtout le statut d'un ballon d'or. La morale de cette histoire, c'est surtout que le PSG est un club de sport, et donc un club d'e-sport, mais c'est surtout une entreprise en fait. Et donc chercher à augmenter son image de marque,
chercher à avoir de plus en plus de supporters et à parler à de plus en plus de monde à travers le globe. Le but, c'est de faire grossir sa valeur et d'être de plus en plus rentable, en fait. Ou en tout cas, de gagner de plus en plus d'argent. Parce qu'être rentable, c'est un peu compliqué quand vous êtes le PSG. Mais l'e-sport vient s'intégrer, bien évidemment, à toute cette stratégie et à cette logique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a surtout une diversification, une recherche de diversification des revenus, et que l'e-sport fait partie des supports de communication et de la diversification des supports de communication disponibles aujourd'hui. Donc ça, on va revenir juste après dessus, parce que pour le moment, on n'a pas vu comment le PSG a réussi à parler à l'Asie, mais il a fallu faire une petite opération. Quand vous êtes le Real Madrid, par exemple, pour de la diversification des revenus, le mot est compliqué, vous ouvrez un Starbucks dans vos stades et ça vous permet d'avoir un positionnement qui est plutôt malin et puis d'avoir de la communication aux côtés de Starbucks. Le PSG, lui, a décidé d'ouvrir un café sur les Champs-Élysées et c'est plutôt malin également parce que ça permet d'avoir un lieu plutôt sympathique, surtout dans un autre lieu plutôt sympathique, les Champs-Élysées. Donc en termes de communication, c'est plutôt malin. Maintenant, la véritable morale de cette histoire, je vais me permettre de citer François Pesanti, ancien directeur exécutif du RC Toulon et de RMC Sport. Demain, les clubs se financeront en grande partie via leurs propositions digitales. Et je vous conseille de lire l'interview ensuite. On va citer ensuite la deuxième partie de l'interview. La publicité via l'influence passera par des programmes éditoriaux qui fédèrent une audience organique forte et engagée. Donc celle-ci est de Pierre-Étienne Boilard. Qu'est-ce qu'une proposition digitale complète ? C'est une proposition justement où il y a de l'e-sport et on va voir après quels sont les autres agréments, on va dire, de cette proposition. Maintenant, la publicité via l'influence passera par des programmes éditoriaux qui fédèrent une audience organique forte et engagée. C'est ce qu'on a vu au début de l'intervention, c'est-à-dire les programmes en crossover. Vous allez avoir des joueurs du club de foot qui vont jouer avec des joueurs du club d'e-sport, ou alors un pilote de Formule 1, dans le cas de la Formule 1, avec un joueur de Counter-Strike. Évidemment, ça permet de toucher des communautés qui sont extrêmement importantes, avec du contenu qui est fun et qui va forcément devenir viral assez rapidement. Maintenant, une proposition digitale complète, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez un exemple ici. Pour un club comme Montpellier, par exemple, un club de rugby, ça peut être de la proposition d'abonnement où vous allez pouvoir consommer ensuite des épisodes retraçant la vie du club et la vie des joueurs. Et tout ça, c'est ce qui est intéressant en matière de storytelling parce que les gens ont bien évidemment envie de suivre l'aspect performance, l'aspect compétition. Mais ce qui intéresse le plus les supporters également, c'est la vie des joueurs. C'est le contenu qu'on peut trouver également plus fun et qui nous sort un peu du cadre des compétitions à outrance. Et c'est pour ça que quand je lis sur la droite, Manchester United est en négociation de plusieurs millions de dollars avec Disney pour réaliser des documentaires. Pour les clubs, bien évidemment que ça peut devenir de grosses sources de revenus, de proposer, de négocier avec des plateformes de streaming l'acquisition d'accès privilégiés et d'un accès à leur historique. Vous avez également le format abonnement, où pour des clubs comme le FC Barcelone, où vous êtes en partenariat avec un opérateur téléphonique, vous pouvez proposer des abonnements justement en partenariat avec ce partenaire et obtenir un pourcentage ensuite sur la vente unique de l'abonnement qui permet d'obtenir une source de revenus supplémentaires et puis une fidélisation, surtout même peut-être un aspect encore plus important du supporter en lui proposant du contenu et en lui apportant finalement une source de divertissement et d'informations supplémentaires que les simples matchs et la compétition. C'est un aspect qu'on voit qui est en train de se développer dans l'e-sport, parce qu'il ne faut pas oublier que l'e-sport est un milieu qui ne gagne pas d'argent, ou en tout cas pas assez pour le moment. Il n'y a pas de véritable billetterie, il n'y a pas véritablement de droit TV, c'est des choses qui sont à peine en train de se mettre en place. Donc les abonnements peuvent devenir une source de revenus intéressante pour les clubs, et on le voit avec un club comme FlyQuest qui s'est lancé sur ce terrain-là récemment. Maintenant, il y a surtout la création de contenu en proposition digitale complète. Vous ne pouvez pas, mettre de côté la création de contenu parce que c'est là où vous allez avoir des highlights, des moments fun et des moments intenses. Et si on se rappelle de notre ami ChatGPT au début, qui nous expliquait que l'émergence de nouveaux sports est en référence à cette notion de highlight et de consommation plus courte du divertissement, la création de contenu est un aspect élémentaire justement pour se développer vers les nouvelles générations.
Donc, je cite pour l'animateur Marcus, présent depuis des années dans les médias spécialisés, une génération qui a grandi avec les jeux vidéo arrive à des postes où des visions plus conservatrices étaient jusqu'alors en place. Une nouvelle ère pourrait voir le jour. Qu'en pensez-vous ? En vérité, c'est que la réponse, on la connaît, c'est qu'effectivement, une nouvelle ère est déjà en train de voir le jour, où il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir, qui consomme, et puis surtout une nouvelle génération qui est arrivée à des postes où il y a des choix qui sont faits, qui ont un impact au niveau sociétal. Et ça, on va le voir juste après. Ça redessine un peu les cartes au niveau de la communication et du marketing. Parce que je lis également, il y a eu un avant et un après Grand Prix Explorer, comment le GP Explorer de Squeezie a marqué un tournant dans l'écosystème de la création de contenu. Bien évidemment qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont envie de consommer de la compétition, des matchs à enjeu, etc. Mais il y a aussi une volonté de consommer de plus en plus de divertissement et des choses qui sont fun et qui en fait réunissent au même endroit des gens qu'on apprécie. Et c'est pour ça qu'on voit également des rapprochements entre des influenceurs et des clubs de sport, qu'on va pouvoir le voir après. Hausse des budgets et professionnalisation, investir dans des influenceurs authentiques, le nouveau filon des marques pour gagner en notoriété et générer des ventes. J'ai envie de vous dire que les nouvelles stars d'aujourd'hui et les nouvelles stars de demain continueront d'être des streamers, des joueurs de jeux vidéo, en tout cas. Ces personnalités viendront s'intégrer aux stars déjà existantes et c'est tant mieux, ça offre une certaine diversité. Ensuite, si on n'aime pas ces personnalités-là, on n'a qu'à ne pas les suivre, entre guillemets. La génération Z, la génération TikTok arrive à l'âge adulte et est prête à perturber tous les secteurs et c'est justement pour ça que le PSG a besoin de communiquer sur le digital et de parler aux nouvelles générations. Parce qu'ensuite, ces générations consomment également le boom des kidultes quand les grands font exploser le marché des jouets. En 2025, le jouet a enregistré sa meilleure année depuis. Il y a toute une évolution de la société qui fait qu'il y a une consommation de la pop culture et on y intègre l'e-sport, le gaming et les Lego, par exemple. Qui fait que les clubs ne peuvent pas passer à côté de cette évolution. Donc pour revenir à Netflix, avant de revenir au PSG, je me permets de citer Mélanie Laurent, que vous avez au milieu de l'écran. L'idée de Netflix était d'avoir des acteurs de pays différents, un Anglais, un Mexicain, un Américain, un Canadien. Elle fait référence à ce film où vous avez Ryan Reynolds également, produit par Michael Bay, Six Underground. Et en fait, moi, je vais revenir sur sa citation. Où en fait Netflix veut parler à plus en plus de monde. Vous l'avez également sur la droite, vous pouvez mettre pause, je vous le rappelle pour avoir la citation entière, où Netflix fait de plus en plus de sport et d'événements sportifs, mais choisit également les parts du monde, où là l'idée était d'avoir un Anglais, un Mexicain, un Américain, un Canadien. Bon, en fait l'idée c'est de parler à chaque part du monde pour être sûr que le film marche, parce que Netflix en vérité est sous concurrence avec d'autres plateformes de streaming, avec YouTube, avec Twitch, avec ce fameux camembert du divertissement dont je vous parlais au début de l'intervention, qui fait que tout le monde doit s'adapter et tout le monde doit proposer un contenu de plus en plus fun ou de plus en plus attrayant quelque part. Donc Netflix a une recherche aussi géographique dans la constitution de ses films par moment. On le voit également en ce moment où il y a une production de cartes de MMA avec Ronda Rousey notamment, Nied Diaz et Saladin Parnasse notamment, où si vous faites attention aux combattants, il y a des combattants de chaque part du monde pour être sûr que ça sera bien regardé, on va dire. Et donc ça, le PSG fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'on l'a vu au début, on va faire du FIFA pour parler à l'Europe, on va faire du League of Legends pour parler à l'Asie, et ça, on va revenir après dessus. Et ensuite, on va faire un partenariat avec Michael Jordan pour parler aux États-Unis. Et ensuite, on va faire de la création de contenu surtout. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, bienvenue au campus avec Amine. Encore une fois, le bureau des réclamations avec Amine. Le voyage d'Amine à Anfield. On va faire le voyage également de Kameto. On va faire de l'e-sport, mais on ne va pas faire que ça, parce que justement, il y a aussi une évolution de la société qui tend à être également vers le fun, le divertissement, et consommer en fait des programmes qui nous apportent du divertissement tout simplement et pas que de la compétition à outrance. Donc le PSG travaille extrêmement bien à ce niveau-là avec une position e-sportive sur plusieurs jeux, mais à la fois un positionnement avec des influenceurs qui lui permet d'avoir une énorme caisse de résonance. Ensuite, vous allez avoir ce type de positionnement
Et je trouve que c'est très malin parce que c'est un positionnement qui est plutôt noble également à destination du monde éducatif. Donc avec une école d'art où on produit des œuvres qui sont magnifiques sur le thème des matchs. Et ça permet de devenir viral très rapidement parce que c'est esthétique en fait. Et ce qui est esthétique a quand même plus de chances de devenir viral que ce qui ne l'est pas. Maintenant, quand je vous parle de cette évolution de la société, la citation de Marius qui dit que la pop culture s'est insérée de plus en plus dans l'inconscient collectif, c'est une vérité. Et le PSG se positionne dans l'e-sport pour ça, cherche à communiquer à peu près dans toutes les disciplines, on va dire, avec cette volonté-là. Mais il y a d'autres clubs aussi qui travaillent très bien à ce niveau-là. Vous avez par exemple le RC Lens qui va faire du Star Wars et qui finalement est un club qui n'a pas la portée médiatique du PSG et ça lui permet d'obtenir des relais médias supplémentaires parce que bien évidemment ce qui est original va devenir viral également. C'est-à-dire qu'il faut être esthétique, il faut être fun, mais si vous pouvez être original en plus, ça vous permettra d'avoir une caisse de résonance supplémentaire. Donc l'annonce très originale justement à la Star Wars de Lens pour la prolongation de Brice Samba, c'est plutôt malin parce que justement c'est fun, c'est stylé et quelque part ça permet de bien utiliser la culture populaire. Donc ils l'ont fait avec Star Wars, ils l'ont fait avec Jumanji. Et ça nous permet de mettre un aspect en lumière qui est très important. C'est que si on regarde cet article de 2018 qui était sorti bien avant leur production, Box Office, Star Wars, Les Derniers Jedi détrônés par Jumanji, donc en fait le top 2 à cette époque du Box Office, c'est Star Wars et Jumanji. En fait, ça nous fait dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez parler à destination des nouvelles générations, ok, il faut parler avec leur langage, mais il faut surtout avoir de la culture et il faut s'intéresser à ce que cette nouvelle génération aime et regarde. Et donc, il faut avoir de la culture. C'est un des aspects les plus importants. C'est pour ça que j'ai mis du Batman, du Star Wars et un peu tout à l'écran. Mais c'est aujourd'hui un des aspects les plus importants. Et c'est pour ça que le PSG va travailler avec Kameto et va travailler avec Amine, qui sont deux des plus gros streamers français. Pour le RC Lens, vous avez du Simpson également, très très belle référence pour l'annonce de Florian Thauvin. Vous avez également l'Olympique de Marseille qui travaille extrêmement bien à ce niveau. Vous avez la série Fallout qui sort sur Amazon Prime. Et une semaine après, ou peut-être 2 semaines après, vous avez déjà un visuel qui est sorti pour annoncer un match à venir. On fait du GTA parce que GTA, c'est une des plus grosses références de l'histoire du jeu vidéo. On va faire de la production de contenu autour de Fortnite, ou comme vous pouvez le lire à l'écran sur la photo avec Maxime Lopez sur la droite de votre écran. Fortnite, c'est presque un métier. C'est extrêmement bien pensé parce que la citation permet en plus de mettre en valeur un certain respect par rapport à la discipline. C'est-à-dire que quand on lit ça, on se dit le club respecte forcément les joueurs de jeux vidéo et ça peut être intéressant d'aller consommer le contenu ensuite. Pour GTA, pour revenir à nos amis de Vitality qui donc quand ils vont en Chine, il faut un maillot chinois. Quand ils vont aux États-Unis, il faut un maillot américain. Et quand il faut vendre du merchandising à l'effigie de leurs meilleurs joueurs, ils font du GTA parce que GTA, c'est quand même la plus grosse licence de l'histoire des jeux vidéo. Pour l'Olympique de Marseille, pareil, on continue de se servir de la pop culture. On va revenir après au PSG, mais Marseille travaille très bien à ce niveau-là. Peut-être un peu moins sur le volet sportif d'ailleurs, mais en tout cas sur l'utilisation de la pop culture dans la communication, le club travaille très bien. Squid Game 2 vient à peine de sortir. La série est en top tendance avec les hashtags sur les réseaux sociaux, donc une phase de communication autour, c'est plutôt malin. On l'a fait également avec Star Wars, et ça c'est très malin parce qu'en plus esthétiquement parlant, c'est clairement, joli, c'est clairement stylé. Le PSG l'a fait avec Mario Kart également, et Mario Kart, on verra après que c'est un grand classique, l'a fait avec Zelda. Et quand je vous disais qu'il faut savoir parler avec le langage des générations qui apprécient la pop culture, le choix des références est bon. Et l'exécution, ensuite, on va dire, est plutôt appréciable également. Donc Mario Kart, effectivement, donc un visuel qui avait cartonné sur les réseaux sociaux, où on va prendre une référence qui est très parlante, un peu de mise en scène, et on va dire que l'effet escompté est là. Pareil sur le thème un peu plus de DBZ, avec un Super Saiyan à l'écran.
pour annoncer un match de football entre le Japon et la Chine, c'est plutôt malin. Ce que fait très bien l'Olympique de Marseille, et c'est pour ça que je vous le mets en avant, c'est peut-être un aspect où ils travaillent mieux que le PSG, mieux que certains clubs, et c'est également un aspect où ils peuvent dire qu'ils étaient à jamais les premiers, parce que pour le coup c'est vrai, c'est vraiment le premier club à avoir mis le paquet sur Twitch. L'OM va tout simplement utiliser ces créneaux de conférences de presse, d'annonces de joueurs pour créer des interactions, on va dire, et de l'engagement sur Twitch, et pour créer des phases de diffusion, on va dire, disponibles pour les supporters. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce qui va être mis en place en termes de storytelling autour des matchs de préparation, des matchs d'entraînement. Et ça, c'est plutôt malin parce que vous ne pouvez pas diffuser, bien évidemment, les matchs de ligue officielle parce que vous n'avez pas les droits télé quand vous êtes le club en question. Mais vous pouvez créer un storytelling autour des matchs d'entraînement. Et ça permet d'augmenter les chiffres totaux et votre riche média global. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, il n'y a pas de surprise à ce qu'à la fin des comptes, comme on dit, le cap des 25 millions de fans est franchi. Vous faites de la pop culture. Vous utilisez Twitch, qui est un des canaux de diffusion les plus utilisés par les jeunes générations aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise, entre guillemets, à ce que l'Olympique de Marseille cartonne sur les réseaux sociaux. Effectivement, l'OM a jamais les premiers sur Twitch, mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que la plupart des clubs s'en servent. Exemple très classique, la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid, avec intégralité de production de contenu que vous pouvez retrouver également sur les chaînes classiques. Et j'avance un petit peu pour revenir à nos amis du PSG surtout. La morale de cette histoire, c'est que le PSG aujourd'hui fonctionne de la même façon que Netflix. C'est-à-dire que Netflix peut créer des castings pour ses séries ou ses films en choisissant des acteurs qui vont augmenter la popularité justement des films en question. Aujourd'hui, le PSG a une réflexion qui est similaire, donc avec le lancement sur certains jeux, sur certaines disciplines sportives, avec certains partenariats. On pense encore à Michael Jordan. Mais la morale de cette histoire, c'est que quand vous voulez avoir une communication internationale aujourd'hui, il faut du sport, de l'e-sport et du gaming, du crossover, du divertissement, qui vous permettent d'avoir un storytelling global et donc d'avoir cette communication internationale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous lancez sur certains jeux, vous allez toucher une part du monde plutôt qu'une autre. C'est un petit peu contestable, on va dire, parce que vous avez des jeux qui vont fonctionner partout. J'ai mis par exemple Rocket League plus aux États-Unis, mais en vérité, Rocket League fonctionne bien en Europe également. Mais ça, c'est pour vous simplifier un peu les choses, pour que vous compreniez. On va dire les jeux dominants type League of Legends fonctionnent quand même beaucoup plus en Asie. FIFA va fonctionner beaucoup plus en Europe, aux États-Unis. Vous allez avoir quand même beaucoup plus de Rocket League aux États-Unis et en Europe. Et Counter-Strike va fonctionner beaucoup plus aux États-Unis et dans les pays d'Amérique du Sud, notamment Brésil, Argentine. Donc le PSG a compris ça. Et donc jusqu'ici, on a parlé du lancement donc, sur FIFA, sur Rocket League. Vous avez eu hypothétiquement un lancement qui avait été envisagé donc, sur Valorant, comme vous pouvez le voir, tourné vers les Amériques, satisfait de ses engagements, donc article disponible sur l'équipe.fr. Le PSG veut poursuivre sa marche en avant sur le sujet et tourne aujourd'hui son regard vers les Amériques. Avant la pandémie, des discussions avaient été entamées avec Saint Ives, une structure très populaire aux États-Unis. Le Brésil, terre de sport électronique, est une autre option intéressante. En vérité, le partenariat avec ce type de structure et le lancement sur ce type de jeu, donc Valorant ou Counter-Strike, même si Counter-Strike est plus typé jeu de guerre, donc c'est un frein, on va dire, ça permettait justement de parler à l'Amérique du Sud, territoire qui est extrêmement intéressant et extrêmement peuplé, et auquel pour l'instant le PSG ne parle pas vraiment avec ses sections e-sportives. Maintenant, il y a la partie asiatique qui va commencer à être touchée progressivement, donc au départ avec un lancement sur League of Legends, mais comme on l'a vu, cette équipe n'a pas performé. Donc le PSG en fait va être très malin pour le coup, et ça va amorcer la dernière partie de notre intervention commune. À l'écran, vous avez également un partenariat sur Rainbow Six, qui permet donc de se positionner sur un jeu qui marche très fort en Asie, avec des joueurs coréens, et au lancement, de se lancer avec 2 créateurs de contenu, pour augmenter la portée de communication autour du club. Maintenant, la dernière partie, c'est la fusion qui a permis au club de participer aux Worlds. Et ça, pour moi, c'est un coup de génie, et qui, en fait, le titre au début de la vidéo qui disait « La défaite du PSG et la victoire du marketing »,
Bon, le titre est un peu contestable, on pourrait le tourner dans tous les sens, j'ai envie de vous dire, je comprends l'idée de l'auteur, mais en fait, le PSG avait deux choix, c'est-à-dire soit débourser beaucoup d'argent en Europe et ne pas être véritablement sûr de participer aux Worlds, parce qu'il y a quand même une sacrée concurrence en Europe, mine de rien, il n'y a pas autant de joueurs disponibles, autant de viviers disponibles, en tout cas qu'en Asie. Et l'autre possibilité, c'était de tisser un partenariat justement en Asie, avec une structure qui leur permettait de pouvoir ambitionner de se qualifier. Donc, je lis à l'écran, article disponible sur l'équipe.fr, le PSG de retour sur League of Legends. Le PSG, en fait, va lancer l'opération Michael Scofield et va s'associer donc avec Talon Esport, donc un club de Hong Kong, originaire de Hong Kong. Et là où c'est malin, c'est que ça leur permet d'évoluer en Asie, mais pas au sein de la ligue la plus difficile. Ils vont évoluer dans la Ligue Pacifique, et ils évitent en fait la LCK, qui est la ligue coréenne, la ligue chinoise, qui est la LPL, et donc la ligue européenne, le LEC, et les LCL, qui sont les ligues américaines. Et la ligue Pacifique, sans faire offense à nos amis de la ligue Pacifique, pour le coup, elle est quand même beaucoup moins relevée en termes de niveau. Et quand vous êtes le PSG et que vous investissez au sein de cette ligue, sous un format de partenariat en plus, c'est-à-dire que vous ne prenez même pas à votre charge le salaire des joueurs, pour le coup, vous savez que vous avez des chances en tout cas considérables de vous qualifier pour les Worlds. Donc le PSG va revenir sur League of Legends et va réussir à obtenir cette qualification pour les Worlds au sein d'une ligue où le niveau est quand même moins relevé. Mais pour le coup, c'est très malin parce que vaut-il mieux se faire éliminer dans une ligue avec un gros niveau ou se qualifier dans une ligue avec un niveau inférieur? La réponse, elle est vite répondue, comme on dit. Donc, PSG Talon remporte le Summer Split de la PCS et décroche le seed 1 pour les Worlds 2024. En plus de se qualifier, ils obtiennent la tête de série numéro 1, ce qui leur permet d'ambitionner d'avoir un tirage un peu plus clément, même si j'aurais tendance à vous dire que dans ce type de compétition, il n'y a pas vraiment de tirage clément. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, en vérité, ils ne vont pas faire une grosse performance, ils vont finir dans les derniers, mais au moins, eux, ils y sont. Et il y a beaucoup de clubs européens qui n'ont encore jamais participé aux Worlds et qui aimeraient bien y être. Donc il est vrai qu'on pourrait avoir un peu de regret en se disant, est-ce que ça serait pas mieux que le PSG investisse beaucoup d'argent dans une équipe européenne et que cette équipe soit performante ensuite aux Worlds? C'est un débat qui existe, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équipe européenne qui performe aux Worlds. Donc, est-ce que le PSG serait capable de réaliser cette opération? On n'en est pas vraiment sûr. Donc, eux, de leur côté, ils ont trouvé une alternative qui leur permet de rayonner durant cette compétition en termes de vues, en termes de data, pas en termes de performance sportive. J'ai envie de vous dire, c'est déjà un vrai bonus, parce que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est d'être connus sur le territoire asiatique, plus que d'avoir des résultats. Donc, à partir du moment où ils ont une équipe qui est présente durant la compétition la plus importante, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai mis pas mal de photos, pour eux, ils ont gagné leur pari. Donc ce qui va se passer par contre, c'est qu'il va y avoir, comme un peu avec les Jeux Olympiques qui ont été annoncés dans l'e-sport puis annulés, des fois c'est un peu dur à suivre dans l'e-sport, Talon e-sport et le PSG mettent fin à leur partenariat. Il va y avoir une annonce de fin de partenariat et finalement, il va y avoir une annonce de retour de partenariat qui va permettre au PSG de participer encore une fois aux Worlds, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on parle à l'Europe avec nos sections e-sportives, aux nouvelles générations avec un langage pop culture sur les réseaux sociaux et sur le digital, et à l'Asie avec League of Legends, et aux États-Unis avec le partenariat avec Michael Jordan. Donc une proposition vraiment complète, très bien pensée en termes de partenariat, qui permet au club aujourd'hui vraiment de rayonner au niveau international. Donc une stratégie globale avec un fonctionnement qui a été établi pendant un moment donné comme ça, avec, comme vous pouvez le voir à l'écran, plusieurs structures réparties dans le monde pour parler au plus de personnes possible. Ensuite, j'insiste sur ce format Académie. Vous avez eu le lancement dans le volet sportif d'un format Académie qui est dupliqué au format e-sportif, parce que bien évidemment que le PSG se dit on pourrait très bien former également les talents de demain au format e-sportif. Donc, historiquement, une présence sur League of Legends, sur FIFA, sur Rainbow Six, sur Brawl Stars, sur Rocket League et sur Dota. 31 titres au total, mais au-delà des titres et du palmarès, un vrai succès en termes de marketing et de rayonnance à l'échelle internationale. Parce qu'on n'a pas parlé par exemple du succès de l'équipe sur Dota, mais l'équipe sur Dota a eu également des résultats
qui a permis ensuite d'avoir une augmentation de l'image de marque sur le territoire asiatique. La dernière opération et qui permet au PSG de participer à l'E-Ligue 1 avec un club e-sportif, c'est l'association avec Vitality, qui est donc, en termes d'image, très clairement la plus grosse structure française et une très belle structure qui travaille extrêmement bien et qui permet donc au PSG de profiter du réseau de Vitality au niveau des joueurs et au niveau de l'expertise e-sportive qui fait que, quelque part, ça revient de la même façon qu'avec Michael Jordan. Vous êtes associé à une licence forte qui vous permet d'avoir de l'expertise, donc là pour le merchandising et le textile, et là pour la performance e-sportive et pour le développement au sein de la discipline. Donc je vous passe les photos, mais on est sur l'association de deux licences fortes, et ça a énormément de sens sous tous les aspects possibles. Ensuite, pour revenir à notre déclaration de début d'intervention, les maillots portés sur scène étaient épuisés dès le lendemain sur notre boutique en ligne. Cela montre à quel point l'impact en termes d'audience et d'image peut être fort. Il y a aussi bien évidemment un objectif de vente de maillots, même si j'aurais tendance à dire que c'est moins prononcé qu'avec les partenariats qui sont établis avec les sections asiatiques. Maintenant, on peut clairement prendre en considération que la section e-sportive existe au même titre que n'importe quelle section sportive au sein du PSG avec cette photo, où quand on félicite, ou plutôt quand on souhaite les joyeuses fêtes à ses supporters, eh bien vous avez des membres de chaque section sportive à l'écran, et vous avez un joueur de la section FIFA. Donc le PSG a respecté depuis le début de son arrivée la discipline e-sportive, a très bien travaillé en s'associant à des personnes de qualité, et il n'y a pas de surprise entre guillemets à ce qu'ils aient rencontré beaucoup de réussite dans la discipline e-sportive. Donc pour finir cette intervention, ceci étant, quand vous arrivez aux Worlds et que malheureusement votre équipe n'est pas au niveau, ou alors au MSI 2024 qui est un gros tournoi, et que vous prenez 3-0 par une équipe comme G2, vous pouvez vous retrouver à vous faire moquer parce que Mbappé a quitté votre club et qui vient de signer justement dans un club espagnol. J'espère qu'en tout cas vous avez appris beaucoup de choses, et je vous rappelle que ce format vous permet de revenir en arrière et de compléter, si vous le désirez, cette intervention.